On dit souvent que l'amiodarone intraveineuse, c'est un peu le couteau suisse des urgences cardiaques, et c'est pas pour rien. Dans cette analyse, on va justement décortiquer pourquoi c'est un outil si puissant, mais aussi, et surtout, comment l'utiliser avec la précision d'un horloger. Alors pour y voir clair, on va suivre un plan en 6 étapes. D'abord, son rôle d'antiarythmique. Ensuite, comment il agit concrètement sur le cœur. Après, on verra dans quel cas critique on l'utilise, puis comment on le dose en IV. On enchaînera sur la préparation et la compatibilité, des points super importants, et on terminera avec la surveillance et les précautions à prendre. Allez, on commence par la base. Bon, première question, qu'est-ce que c'est l'amiodarone? Pour le savoir, le premier réflexe, c'est de regarder sa classification. Et c'est là que ça devient intéressant. Disons qu'elle n'aime pas beaucoup les étiquettes. Officiellement, sa carte d'identité, c'est antiarythmique de classe 3. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Eh bien, ça veut dire qu'elle va bloquer les canaux potassiques du cœur. Imaginez que ça prolonge le temps de repos, de recharge des cellules cardiaques entre deux battements. Et c'est ça qui va aider à calmer le jeu et à stabiliser un rythme électrique qui était parti en vrille. Mais, et c'est là toute sa particularité, elle ne se contente pas de ça. Loin de là. Elle a aussi des effets qui rappellent les classes I, 2 et 4. Et voilà, on y revient. C'est exactement pour ça qu'on parle de couteau suisse. Elle a plusieurs outils dans sa boîte, ce qui la rend hyper polyvalente. Ok, c'est bien beau d'être polyvalent, mais comment ça se traduit concrètement? Comment toutes ces actions s'articulent pour calmer un cœur qui s'emballe? On va voir ça en détail avec son mécanisme d'action en 4 temps. C'est vraiment une action combinée. En plus de son effet principal sur le potassium dont on a parlé, elle va aussi freiner la vitesse de conduction en bloquant les canaux sodiques, ça c'est l'effet de classe I. Ensuite, elle va ralentir le cœur en agissant sur les récepteurs bêta et les canaux calciques, un peu comme le feraient des médicaments de classe 2 et 4. Quand on met tout ça bout à bout, on obtient un contrôle vraiment global du système électrique cardiaque. Clairement, avec un mécanisme d'action aussi costaud, on se doute bien qu'on ne l'utilise pas pour un rien. C'est un médicament qui est réservé à des situations bien précises, des situations critiques. Voyons voir lesquelles. On parle vraiment du lourd là. Des arythmies ventriculaires qui peuvent tuer, comme la fibrillation ou la tachycardie quand il n'y a plus de pouls. On l'utilise aussi pour des tachycardies stables, mais quand les autres traitements ont échoué. Bref, c'est un médicament de première ligne pour les cas les plus sérieux. Ok, on a vu le pourquoi et le quand. Maintenant, passons au comment. Et là, la précision est le maître mot. Dans ces contextes d'urgence, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour un arrêt cardiaque, le protocole est simple, direct et rapide. Ici, l'important, c'est la vitesse. On pousse 300 mg en bolus, directement, sans dilution. Si ça ne suffit pas, on peut refaire une dose de 150 mg. Et point très important, après chaque injection, on rince avec du sérum Fizz, pour que le produit file direct au cœur sans attendre. Maintenant, si la personne a encore un pouls et que sa tension tient la route, on change complètement de stratégie. Fini de bolus rapide. On passe à une approche beaucoup plus contrôlée, en perfusion, justement pour limiter les risques d'effets secondaires. Le standard, c'est une dose de charge de 150 mg qu'on dilue dans 100 ml et qu'on passe en 10 minutes. C'est bien plus progressif. Et si besoin, on peut recommencer l'opération si l'arythmie persiste. Avoir la bonne dose, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Pour que le médicament arrive intact et efficace du flacon jusqu'à la veine, il y a 2 mots-clés, préparation et compatibilité. C'est absolument fondamental. Alors, la concentration finale va dépendre de là où on pique. Si on utilise une petite veine du bras, une voie périphérique, on va moins concentrer le produit pour ne pas abîmer la veine. C'est logique. Par contre, sur une voie centrale, qui est un plus gros vaisseau, avec un débit plus important, on peut se permettre de doubler la concentration. Il y a un chiffre à retenir ici, 1,8 mg par millilitre. C'est le maximum absolu pour une voie périphérique. Si on va au-delà, on augmente vraiment le risque de phlébite, cette inflammation de la veine qui peut être très douloureuse et problématique. Quelques détails pratiques qui ont toute leur importance. La poche de perfusion doit être sans PVC. Pourquoi? Parce que l'amiodarone adore se coller au plastique PVC, donc on perdrait du produit. Par contre, et c'est bon à savoir, la tubulure, elle peut être en PVC classique. Autre chose, pas besoin de la protéger de la lumière, ce qui simplifie un peu les choses. Attention, point de sécurité crucial, la compatibilité. On ne mélange surtout pas l'amiodarone avec certains produits comme l'héparine ou le bicarbonate. Le risque, voir des cristaux se former dans la tubulure, et ça, c'est la cata. La règle d'or, c'est, dans le doute, on vérifie et on ne mélange jamais sur la même ligne. Bon, le produit est en train de passer. Est-ce que le travail est fini? Pas du tout. Avec un médicament aussi puissant, la surveillance est tout aussi importante que l'administration. C'est notre dernière partie, elle est absolument essentielle pour la sécurité. Alors, concrètement, à quoi faut-il faire attention? Quels sont les principaux risques? Les premiers effets à surveiller, comme le lait sur le feu, ce sont les effets hémodynamiques. En clair, la tension qui chute et le cœur qui ralentit trop. C'est surtout un risque pendant la dose de charge, quand on envoie une quantité importante de produit au début. Et puis, il y a les contre-indications absolues, les vrais cartons rouges.
Si une personne présente une de ces conditions, on n'utilise pas l'amiodarone, sauf cas très particuliers comme la présence d'un pacemaker. Le risque serait bien trop grand. Pour conclure, on voit bien que l'amiodarone, c'est un outil formidable, mais sa puissance même impose une rigueur de tous les instants. Du diagnostic à la préparation, de l'administration à la surveillance, chaque étape est un maillon d'une chaîne. Il ne s'agit pas juste de faire une injection, mais de maîtriser tout un protocole. La vraie question, au final, c'est de s'assurer que chaque maillon de cette chaîne est parfaitement solide.